On va démarrer. Si tu es prête, Frédéric, je te propose qu'on démarre. Oui, bien sûr. Allez. Je ne vais pas vous dire bonjour, je vais vous dire bonsoir. On est en décalage horaire de 6 heures. Bonsoir Élise, bonsoir à nos loueurs saisonniers. Nous sommes en période de confinement, donc j'espère que votre santé va bien, que vos proches vont très bien. À l'issue de ce Facebook Live, j'ai un double objectif. Vous communiquer ce que j'ai pu apprendre d'hôteliers chevronnés à Paris, sur la Côte d'Azur, d'autres villes européennes plus globalement, et comment appliquer ces conseils à votre location saisonnière. Et deuxième objectif que j'espère vous communiquer, c'est vous conseiller modestement sur les actions, les renseignements qui vous permettront de gagner du temps et de l'argent à l'issue du confinement. Je veux parler du classement des locations saisonnières, je veux parler du classement des meublés de tourisme qui impacte directement votre lisibilité commerciale et votre fiscalité. Alors d'ailleurs, je me dire, j'aurais peut-être dû introduire ta présence. Je suis en train de penser avant qu'on commence. Moi, comme je disais tout à l'heure, je suis vraiment ravie que tu sois avec nous ce soir pour donner un peu de contexte à ceux qui ne te connaissent pas. C'est que moi, je t'ai rencontré chez MKG qui est une société que les hôteliers connaîtront, mais peut-être moins les loueurs saisonniers. C'est une société qui aide à connaître sa performance par rapport à son marché. Et il faut le dire, très vite, on a tout de suite eu un match sur plein de sujets et ça m'a fait plaisir parce que c'est quand j'ai créé J'affiche complet, tu es parmi les premières personnes avec qui j'ai vécu ça et c'était vraiment très très chouette. On a des convictions qu'on partage fortement sur plein de sujets, sur le revenu management, sur la location saisonnière et même sur l'hôtellerie. Donc ta rencontre était un vrai plaisir et une vraie chance pour moi. Donc franchement, je profite de cette occasion pour te remercier encore. Merci beaucoup. Fais attention, je vais prendre des actions bientôt. Avec plaisir. Et du coup, sur ça, on échange souvent de revenu management ensemble. C'est toujours un plaisir. Et je me suis dit récemment, mais mon Dieu, ton parcours. Et ce serait intéressant que tu nous présentes aussi ton parcours. Ton parcours est quand même relativement unique. Très très intéressant. Enfin, je te laisserai parce que tu le raconteras bien mieux que moi, mais vraiment très intéressant. Et je me suis dit, mais quelle chance ce serait pour tous les loueurs saisonniers qui suivent J'affiche complet d'être inspirés et d'entendre tes convictions, d'entendre ta façon de penser sur ça, qui est à la fois issue de ton parcours hôtelier, mais aussi de ton parcours de loueur saisonnier. C'est-à-dire que tu as l'expérience d'un hôtel, tu as l'expérience de la gestion d'un hôtel, mais tu connais le quotidien d'un loueur saisonnier. C'est ça qui est fou, c'est ça qui est incroyable. Et puis, alors sans parler de ce nouveau projet avec Vatel aux Antilles, enfin ça c'est génial, tu vois. Donc voilà, c'est toutes ces raisons pour lesquelles je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment chouette que tu es avec nous. Je te remercie de nous accorder du temps et voilà. Donc merci encore et je te laisse te présenter parce que je pense que ce sera bien pour les gens qui nous écoutent de savoir un peu ce que tu as fait. Alors Élise, je vais essayer de tenir le niveau que tu viens de me donner, que je ne pense pas mériter, mais en tout cas il me fait chaud au cœur. Alors mon parcours, pour faire simple, puisqu'il n'est pas très compliqué, 19 ans effectivement à Paris, un MBA de l'école hôtelière de Vatel Paris. J'ai été commerciale en relation avec les palaces, les boutiques hôtels et les grandes chaînes intégrées d'hôtels en France et en Europe, notamment avec MKG, et 2 ouvertures d'hôtels indépendants à Paris, dans le 11e et dans le 13e arrondissement de Paris, puis retour dans mon terroir, qui est la Martinique, pour ouvrir la première école Vatel, première école hôtelière à Bac+5 de la Caraïbe. Alors, ce que nous apprenons des hôteliers, puisque c'est notre premier volet, nous pouvons, je pense, carrément l'appliquer en tant que location saisonnière. Je suis mon propre pilote, je suis mon propre bêta-testeur sur ça. Ce sont effectivement souvent les degrés de produits, de services et de prestations clients qui varient entre l'hôtellerie et la location saisonnière. Mais nous sommes, je pense, néanmoins animés par les principes identiques de l'hébergement qui sont de vendre un emplacement d'une part et de vendre du sommeil, du repos d'autre part.
Donc, puisque nous sommes en partage de bonnes pratiques entre professionnels, je vous propose de partager avec vous des métriques, des statistiques concrètes pour appuyer chacun de mes propos. Et ma source, c'est bien évidemment MKG, dont je suis issue, qui est un cabinet de business intelligence en hôtellerie-tourisme, leader en Europe. Et MKG a bien voulu me communiquer pour les nécessités de ce Facebook Live, les statistiques de l'emplacement et les statistiques de la différenciation dans l'hôtellerie. Vous allez comprendre un peu plus avant ce dont je souhaite vous parler, ce que je souhaite vous partager. Donc, premier principe, je vais vous en partager 3. Premier principe que j'ai appris des hôteliers, c'est le principe location, location, location. Nous sommes en France, donc on va parler français. Emplacement, emplacement, emplacement. Je le dis 3 fois parce que les hôteliers le disent 3 fois. Pourquoi? Parce que c'est le plus important. C'est fondamental. Si tu veux bien qu'on passe à la slide 5, Élise. Oui, alors j'ai un peu… Ah, d'accord, oui, pardon. Je vais m'habituer. Si tu veux, n'hésite pas à me dire voilà, de passer les slides quand il faut que je les passe comme ça. C'est parfaite, c'est parfaite. Donc, on connaît tous Paris, hein, département 75, et sa région, ses régions parisiennes, le 92, le 93 et le 94. Je vais vite sur l'échantillonnage d'MKG qui est basé sur des centaines d'hôtels à Paris et en région parisienne, toutes catégories confondues, du 1 au 5 étoiles. Ce sont là les emplacements qui nous intéressent, que nous allons rapidement comparer pour vous démontrer que, bien que vous en doutiez déjà, la variable d'ajustement du prix moyen est énormément impactée par l'emplacement. Slide 6, chère Élise. Oui, ça y est. Donc, sur cet échantillonnage, il n'y a pas photo. Les prix moyens tapent à Paris au-delà de 150 € la nuit. En région parisienne, nous franchissons à peine en Hauts-de-Seine le cap des 100 €. Regardez pourtant les taux d'occupation. Ils sont quasiment à l'identique, à savoir que la demande, quand elle est forte partout. Quand elle est modérée partout. Donc, quand Paris prend, la région prend, hein, mais à des prix tellement différents. Conséquence, le RevPAR, alors, RevPAR, c'est un indicateur très hôtelier qui veut dire revenu par chambre, à savoir votre chiffre d'affaires d'hébergement divisé par votre nombre de chambres disponibles. Vous pouvez le ramener à votre location saisonnière, revenu par appartement, votre chiffre d'affaires hébergement d'appartement divisé par votre nombre d'appartements disponibles. Donc, je vous disais que le RevPAR, c'est un indicatif qui vous permet de voir sur ces statistiques qu'il passe quasiment, selon Paris ou la région parisienne, du simple au double en faveur de Paris. Donc, on passe quand même de RevPAR de 50 € en région parisienne à un RevPAR de 100 € à Paris. Ce que je voudrais vous dire, au-delà de ces généralités et sans rester centré sur Paris et sa région, c'est juste que quand vous achetez une location saisonnière, demandez-vous d'abord quel emplacement vous achetez. Quand vous achetez un bien, vous achetez un emplacement, c'est-à-dire automatiquement, mécaniquement, quel prix moyen l'emplacement va vous permettre d'atteindre pour valoriser votre revenu par chambre, en l'occurrence votre revenu par appartement. Parce que nous avons souvent tendance, en tant que loueur saisonnier, même en tant qu'hôtelier, à penser en remplissage, d'accord, en taux d'occupation. C'est une bonne réflexion. Il faut savoir déjà si vous avez une demande, mais ça ne doit pas être la seule. Indispensable est la réflexion de votre prix moyen. Et votre prix moyen, c'est d'abord l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. On pourrait appliquer le même raisonnement à tous les centres d'attractivité. Plus vous serez près d'une attraction, plus vous serez au cœur d'une destination magnétique, plus vous élèverez votre prix moyen. En France métropolitaine, ce peut être également la Côte d'Azur, certaines destinations de montagne. En Martinique, ce sont pour le moment en tout cas les plages du Sud. Donc, pour investir, privilégiez l'emplacement dans tous les cas, gardez-le en tête. Si vous n'en avez pas les moyens d'un emplacement ou le souhait, vous le ferez. Mais en connaissance de cause, en privilégiant à ce moment-là, dans votre stratégie, le taux d'occupation et en tablant sur un prix moyen plus modeste. Il n'y aura pas de miracle.
gardez-le en tête. Le principe, c'est location, 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 emplacement, emplacement, emplacement. Les statistiques le confirment. Deuxième principe que j'ai appris des hôteliers, je te propose d'aller à la slide suivante, chère Elise, c'est le haut du bilan qui compte. D'accord? Dans toute activité commerciale, vous avez deux grands ensembles, le chiffre d'affaires, qui est la résultante de votre prix moyen et de votre taux d'occupation, c'est-à-dire votre ami, et vous avez un deuxième ensemble, vos charges variables, fixes, salariales, entre guillemets, moins vos amis. J'avais le réflexe, en tant que directrice novice, pas du tout préparée en tant que directrice d'hôtel, de veiller constamment, comme le lait sur le feu, sur mes charges et à les rogner, voire à les réduire en permanence, jusqu'à ce que des hôteliers aguerris me disent et me simplifient la vie avec une phrase. Mais il n'y a que le haut du bilan qui compte. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il n'y a que le haut du bilan qui compte. Simplement, c'est votre chiffre d'affaires qui va déterminer votre revenu final. Ne croyez pas que c'est si simple en fait, parce que plus vous serez dans la guerre des charges, plus vous galvauderez votre qualité, par exemple la charge du petit déjeuner, plus vous serez dans la valorisation de l'offre, au contraire, ça s'appelle de l'investissement, ce n'est pas des charges, il y a des aides pour ça, plus vous allez gagner en qualité et plus vous allez valoriser votre prix moyen. Dans la slide suivante, je me fais un petit peu plaisir pour illustrer mon propos avec vous. Je vous partage les groupes qui sont pour moi les étoiles de l'hôtellerie parisienne. Paris est déjà une étoile et les hôtels le sont aussi, chacune à leur façon, hein, ces étoiles. La collection Elegantia, qui est une étoile à mon sens pour sa quête incessante du parfait boutique hôtel. Je parle aussi du groupe Oco, qui, pour sa générosité, verre de bienvenue, apéritivo quasi dînatoire le soir, petit déjeuner inclus, n'a pas d'égal, hein, à mon sens. Et l'hôtel Coste, hein, qui est un univers à part entière. On aime moins, hein, mais ça reste une étoile. Et une étoile, c'est quoi concrètement? Une étoile, dans l'hébergement, c'est l'effort réussi d'avoir fait la différence. Chacun d'entre vous qui m'écoutez, chaque loueur saisonnier qui m'écoutez, peut en devenir une à sa façon, à son niveau, pour faire briller son prix moyen, pour faire briller son taux d'occupation, à savoir son haut du bilan. Trêve de poésie, me direz-vous, parlons concret. Je te propose de passer à la slide suivante, chère Élise. Parlons concret. L'objectif est de vous démontrer ici que plus nous allons faire l'effort de la différenciation du produit unique, mieux se porteront notre taux d'occupation et notre prix moyen. L'échantillon que je vais vous présenter ici, toujours un échantillon MKG, comporte des marques d'hôtels tout aussi différenciantes, hein, que les précédentes. Mama Shelter, dans cet échantillon, Moxy du groupe Marriott, The Hoxton aussi, très beaux hôtels, qui ont misé sur la différence avec une décoration poussée, des services valorisants, une offre esthétique, conviviale, dans l'air du temps, dans tous les cas, une offre généreuse, une offre personnelle qui vont faire boomer, littéralement boomer, les deux indicateurs de prix moyen et de taux d'occupation, donc de haut du bilan. Et je m'en vais vous le montrer par les métriques. Donc la slide suivante vous montre en RevPAR, c'est ça? Donc en RevPAR, souvenez-vous mon revenu par chambre, vous pouvez décliner en revenu par appartement. Vous voyez clairement, hein, entre les hôtels normaux, je n'ai rien contre les hôtels normaux, c'est déjà bien qu'ils existent, mais les hôtels normaux dits classiques, les hôtels standards, d'accord, en bleu, et les hôtels dont je vous parle différenciants, les hôtels qui ont développé un concept, qui ont une vraie identité, d'accord? Les hôtels qui font la différence dans leur concept, dans leur offre, on les appelle aussi les hôtels lifestyle ou les hôtels expérientiels en rouge. Bon, peu importe, en tout cas, ils font la différence. On a un clair écart en revenu par chambre. On ne passe pas effectivement en RevPAR du simple au double, mais du 3/4. Et toi, en tant que lead manager, Élise, tu sais que c'est une énorme différence. Du 3/4 au 3/4, ce qui est conséquent pour un RevPAR,
conséquent. Donc, ça, les hôteliers, ils le savent. Hein. Donc, un produit différencié vous fait boomer votre haut du bilan et c'est le haut du bilan qui compte. La slide suivante, là, vous le voyez carrément si vous n'étiez pas convaincu par la première en termes de RevPAR. En termes de taux d'occupation, vous voyez également entre les hôtels dits normaux et les hôtels qui font la différence dans leur concept, on observe un net écart de taux d'occupation, une différence notoire de 3 points. Un écart en RevPAR, donc en prix moyen, et également un écart marqué en taux d'occupation, alors que la demande, le taux d'occupation, il est relativement identique d'une région à l'autre, même entre la région parisienne et Paris. Donc, c'est une constante, le taux d'occupation. Eh bien, il ne devient plus constant dès qu'il est, pour un produit différencié, il boom par rapport à un produit dit non différencié. Retenez, concrètement, pour une location saisonnière, en créant votre produit de location saisonnière ou en le faisant évoluer, que puis-je faire de différent, de meilleur que mon marché? Comment je vais pouvoir faire évoluer mon offre? Ce n'est pas une question philosophique. Ce n'est pas une question conceptuelle ou pour faire friser votre petit ego. C'est une question économique, vitale. Il s'agit de votre compétitivité concrète en taux d'occupation et en prix moyen. La différenciation est peut-être concrètement dans votre décoration, est peut-être dans vos services additionnels, dans votre accueil. Inspirez-vous des hôteliers pour cela. Ils ont longuement cheminé à ce sujet justement parce que depuis l'arrivée des meublés, depuis l'arrivée de la location saisonnière sur le marché il y a 15 ans, ils ont dû se réinventer. Donc, il n'y a que le haut du bilan qui compte. Les charges sont effectivement un sujet, mais un sujet dit secondaire. Plus vous allez augmenter mécaniquement votre haut du bilan, plus vous allez baisser le ratio de vos charges à long terme. Donc, contenir les charges en bon père de famille, oui. Se focaliser sur votre haut du bilan et sur votre chiffre d'affaires vous mènera à la réussite. Alors, on a déjà deux questions. Ouais. Oui. C'est peut-être que ça va dire d'ailleurs. On a une première question de Frédéric qui concernait ton premier point. Quel outil nous permet de déterminer la moyenne du RevPAR avant d'acheter dans une ville? Même dans les hôtels de la ville, y a-t-il un site internet pour ça? Merci. C'est une excellente question. Déjà une question très mature. Ce qui détermine, ce sont ce que nous appelons les observatoires. Alors Frédéric, si vous pouvez peut-être préciser la ville dans laquelle vous êtes ou, enfin peu importe. En tout cas, le principe est le suivant. Vous avez une institution touristique. Savoie Martinique, c'est le comité martiniquais du tourisme. En France métropolitaine, ce peut être votre office de tourisme. Ce peut être votre observatoire de tourisme. C'est eux qui sont chargés d'établir les statistiques de votre destination. Peut-être une statistique régionale, une statistique départementale, une statistique de ville. En tout cas, vous avez généralement un observatoire par ville, animé par des cabinets privés, sélectionnés par votre ville, mais vous payez pour ça, vous payez pour ces statistiques. Plus globalement, à l'échelle nationale, vous avez aussi les statistiques de l'INSEE pour pouvoir déterminer votre taux d'occupation et votre prix moyen. Le sujet avec les statistiques de l'INSEE, c'est que généralement, ce sont des statistiques froides, vous les avez plusieurs mois plus tard. Alors qu'avec les statistiques de votre ville, vous les avez de façon quasi immédiate, mensuelle, voire quotidienne. Ouais. Après, c'est vrai on a aussi pour la location saisonnière des sites comme Airbnb qui nous donnent des notions de RevPAR aussi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas les hôtels dans Airbnb. Pour les hôtels, on peut dire qu'il y a aussi MKG. Il y a des concurrents. Pour les hôtels, oui, alors, j'ai pas d'action chez MKG, mais effectivement, pour MKG, c'est l'échantillon, on va dire, le plus révélateur de l'ensemble des régions en France. Mais tu as raison, en parlant de la location saisonnière, je répondais pour l'hôtellerie par réflexe. Pour la location saisonnière, tu as effectivement Airbnb et puis tu as aussi la possibilité de te… Alors, quand tu n'as pas d'informations, et c'est souvent le cas, tu as la possibilité tout simplement d'interroger ton marché. Tu peux regarder les prix moyens sur Airbnb, en sélectionner, en filtrant par ville. Tu fais ce qu'on appelle du bottom-up, c'est-à-dire par le marché et non pas du top-down, c'est-à-dire par la statistique. Mais de toute façon, tu as une réponse. Ouais. Et si tu n'en vois pas, tu n'as pas du tout d'informations et tu ne vois pas du tout ton marché, tu peux te dire, à moins de le créer
qu'il n'y a pas beaucoup de demandes. Oui. La localisation moyenne n'est plus un défaut quand on se différencie, ou bien les exemples ici sont tous bien localisés, concernant ton deuxième point. La localisation moyenne n'est plus un défaut quand on se diffère. Ah, j'ai compris. Il fait un mix des deux, ce qui est pertinent, hein, des deux principes. En fait, je ne suis pas en train de vous dire absolument d'acheter un premier emplacement, ni de vous dire absolument d'être le meilleur concept de votre ville. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand vous faites des choix de produits ou des choix d'emplacement, mesurez bien quel est votre degré de différenciation et quel est votre degré d'emplacement pour au mieux vous faire un prévisionnel. Beaucoup de déceptions ou de yield mal adaptés sont dus au fait que l'hôtelier ou le loueur n'a pas une conscience de son emplacement et n'a pas une conscience de la différenciation. Il est préférable d'avoir un très bon emplacement, il est préférable d'avoir un produit très différencié, mais à la base, ce que je vous recommande, c'est déjà d'évaluer votre niveau d'emplacement, d'évaluer votre niveau de différenciation et de voir au niveau des curseurs ce que vous souhaitez faire pousser et ce que vous souhaitez moins pousser selon les circonstances. Et je me mets à la place de quelqu'un, par exemple, qui nous regarde ce soir et qui se dit, bah moi, voilà, ça y est, c'est acheté et mon emplacement, franchement, il n'est pas dingue. Qu'est-ce qu'on peut répondre à quelqu'un qui serait dans cette situation-là? Eh bien, déjà, c'est super qu'il se le dise parce qu'il est dans la réalité. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va s'ajuster au mieux, au prix moyen et à la réalité de sa demande. Si vous avez un emplacement qui est dit secondaire, voire tertiaire, à ce moment-là, vous allez miser sur une stratégie de taux d'occupation, les yeux fermés, et par conséquent, vous pourrez être sur du remplissage plutôt que sur du prix moyen. Et il y a un point aussi intéressant, enfin c'est ton deuxième point, hein, mais j'insiste bien dessus parce que je trouve que c'est quand même novateur, tu vois, de le présenter comme ça. C'est-à-dire que ce que tu dis vraiment, c'est il faut réfléchir son projet de location saisonnière comme on réfléchirait à l'identité d'un hôtel. C'est-à-dire il faut chercher à se différencier, à se dire ça va être quoi mon concept en fait. Enfin, corrige-moi si j'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Hein. Mais... C'est tout à fait ce que je conseille. Voilà, et ça, ça, on l'entend pas beaucoup. Et je pense que c'est important de le dire et de le redire. On va pas seulement faire dormir quelqu'un avec un lit et une douche chaude. Ça va être vraiment, enfin, en tout cas, comme tu le dis et tu le prouves par A plus B, donc c'est vraiment super intéressant. C'est que si on veut faire la différence, il faut avoir un concept de location saisonnière. Il faut faire la différence sur le service qu'on propose aussi. Crois-moi que la première personne à qui j'applique ce conseil, c'est à moi-même. Je me suis rendu compte, depuis 3 ans que j'ai une location saisonnière qui s'appelle le Patio Gallieni, que j'appliquais exactement l'inverse que ce que j'avais appris, c'est-à-dire que je commercialise un produit standard. Alors, je ne vais pas déflorer la présentation de tout à l'heure, parce que je vais continuer, mais je me rends compte qu'il faut que je pousse mon concept, qu'il faut que je me différencie. Certes, il y a 3 ans que je l'ai créé, le concept, mais je peux toujours le faire évoluer. Je ne suis pas enfermée dans ce principe. Donc oui, c'est un meublé tourisme 3 étoiles. Oui, c'est un produit propre. Oui, c'est un prix moyen qui est cool. Mais je peux encore plus valoriser par une offre différenciante, conceptuelle, que je m'en vais te présenter une fois qu'elle sera finalisée d'ici quelques mois. Génial. On a une remarque de Sébastien. Bonsoir Sébastien. Sur la Côte d'Azur. Tu dis quoi? J'ai dit bonsoir à Sébastien. Pardon, je n'avais pas entendu. Sur la Côte d'Azur, le CRT Côte d'Azur France publie chaque année l'Observatoire du tourisme avec taux de remplissage par typologie et chiffre d'affaires moyen. On peut en déduire le RevPAR assez facilement en croisant les infos. C'est exactement ça. Et merci Sébastien. Et le CRT Côte d'Azur, c'est un observatoire également mené par MKG qui est très pertinent parce qu'il montre les fluctuations, taux d'occupation et en prix moyen de l'hébergement. Super. On a répondu à toutes les questions jusqu'à présent. Je te propose de passer à la slide « Quand il n'y a pas de demande, il n'y a pas de demande ». Alors, l'affirmation, hein, c'est un peu humoristique. C'est les hôteliers qui, vous imaginez bien un hôtelier chevronné qui me dit « Quand il n'y a pas de demande,
il n'y a pas de demande. Hein. Donc, c'est ce que, quand je travaillais dans le yield chez Avelpro, Diet, une solution de logiciel pour les hôtels, les hôteliers me martelaient quand je leur dis, mais attendez, baissez un peu vos prix, vous voyez bien qu'ils me martelaient vraiment littéralement, et ce que je te martèle toi aussi, quand il n'y a pas de demande, il n'y a pas de demande. Donc ici, je n'ai pas besoin de statistiques, juste je vous propose du bon sens et une petite expérience, vous me direz ce que vous en pensez. Quand il n'y a pas de demande, il n'y a pas de demande. Réflexe classique, je panique, je baisse mes prix. Alors oui, pour du yield, oui, pour une volatilité raisonnable. Il y a une règle commerciale tacite qui dit qu'on ne va pas en deçà de 20% de réduction commerciale. Si vous vendez un produit, par exemple, 100 € et que vous le vendez de temps à autre 80 €, de préférence à des habitués, de préférence des habitudes d'affaires ou de loisirs, hein, de préférence à de la clientèle locale ou bien de préférence en opaque. Hein. Mais bon, vous en freignez pas à votre prix moyen. Mais quand vous franchissez la ligne verte, la ligne rouge même de la braderie, 20%, ok, 30%, 40%, 50%, j'ai déjà vu des 60%, eh bien, c'est psychologique pour le client. Il n'aura plus la même image de marque, il n'aura plus la même perception, vous-même, vous n'aurez plus la même perception. Et quand vous bradez, ben, gare aux dommages dans les chambres. C'est pas que les clients sont pires ou meilleurs quand ils paient mieux, mais c'est psychologique. Ce qui est bradé a moins de valeur aux yeux du client. Donc, au lieu de baisser la culotte, moi, je dis qu'il est préférable de diversifier. Et j'insiste, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est simple à comprendre, c'est un petit peu plus difficile à faire. Ça peut être un élément, par exemple, c'est quoi diversifier? Ça peut être un élément de saison, avoir une activité de restauration intensive pour un chef pendant une saison, pour faire uniquement des ateliers de recettes ou de chef à domicile pendant une autre saison pour payer les charges et se reposer. Mais diversifier pour des hébergements meublés ou des hôtels, ça peut être aussi par la segmentation. Par exemple, avoir une clientèle locale et une clientèle internationale. Autre exemple, pour un gîte, se doter d'un spa ou d'un espace bien-être pour pouvoir recevoir la clientèle locale quand la clientèle internationale est en berne. Pour un appartement, diversifié, ce peut être recevoir certaines années des touristes de loisirs ou d'affaires et d'autres années des expats ou bien des locaux pour une location meublée. Donc, mon conseil concret sur cette partie de la diversification, même si c'est à long terme, je vous propose de penser à vous diversifier. Si vous n'êtes pas diversifié au sortir du confinement, c'est pas grave. Vous voyez que le marché va brader, vous êtes exclusivement dépendant de ce marché, mon conseil, c'est de brader à votre tour, dans les limites du raisonnable. Je ne vais pas vous jeter dans la gueule du loup, parce que vous n'avez pas diversifié, donc il faut être raisonnable. Dans les limites quand je dis les limites raisonnables, je parle des limites de la rentabilité, bien sûr. Mais diversifier à moyen et à long terme, c'est de vous dire, d'accord, j'ai vu ici que je pourrais travailler sur une diversification de mon risque d'hébergement. Eh bien, à moyen terme, à long terme, vous pouvez le préparer pour les saisons à venir. C'est vrai que ce que tu dis là, ça fait écho vraiment à ce qu'on va vivre dans les semaines à venir. Et c'est intéressant aussi de rappeler que quand on a cette logique de diversification, qui est une logique de valeur, c'est-à-dire apporter de la valeur aussi aux gens plutôt que d'aller casser les prix, ça préserve aussi la valeur perçue dans l'esprit de nos clients, parce que c'est très long après d'aller récupérer quelqu'un à qui on a laissé entendre que notre service il ne valait que 50 € alors que d'habitude on se met à 80, pour après aller lui faire entendre que si en fait ça vaut 80, c'est long, ça prend du temps, et c'est une vision long terme que tu partages là, plutôt que d'avoir cette vision très court-termiste de guerre des prix où on va tous aller détruire la valeur sur le marché. Penser donner plus plutôt que payer moins, c'est du long terme. Voilà, la guerre des prix, quand il y a la guerre, il y a la guerre. Il y a des moments où, je ne vais pas vous dire non, gardez vos prix très hauts alors que vous n'avez pas le choix. C'est pas ça mon sujet. Je vous dis juste, gardez ça en tête, comme moi je le garde en tête, parce que c'est une leçon pour moi ce confinement, pour vous dire, d'accord, il peut y avoir des crises, ce sont des choses qui arrivent tous les 5 ans, tous les 10 ans, peu importe, le plus rarement possible si c'est possible. Mais en tout cas, je pense à diversifier. Voilà. Alors, on a un commentaire de Willy qui nous dit « Et le seuil de rentabilité dans tout ça ?»
Eh bien, c'est exactement ce que je disais, Willy, concernant le côté raisonnable. Quand je parle de brader, c'est vrai qu'on peut se dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus de rentabilité. Donc, c'était un abus de langage. Oui, il faut brader, enfin, il faut baisser ses prix dans la limite du raisonnable si c'est nécessaire, mais effectivement, à raison d'avoir une rentabilité. J'ai néanmoins une petite réserve sur la rentabilité. Tout dépend des circonstances. Exemple concret. Je me souviens que quand je travaillais dans le yield, j'avais vraiment deux typologies de clientèle assez distinctes. C'était les hôteliers propriétaires et les hôteliers locataires, pour aller vite. C'est-à-dire les hôteliers propriétaires, ils avaient les murs, ils avaient le fond, et ils tenaient une politique de prix moyen relativement haute, même en temps de crise, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes rétrocessions, les mêmes loyers à payer, des loyers à payer, des investissements à payer, etc. Tout était payé, si tu veux. Et il y avait les hôteliers qui étaient en train de financer leur fonds de commerce ou qui venaient de racheter l'hôtel. Eh bien, eux, il n'y avait pas le choix. C'est-à-dire que quand il y a eu malheureusement les attentats, quand il y a eu des sujets de crise et qu'il fallait baisser les prix pour s'en sortir, ils ont dû accompagner la politique des prix moyens. Et parfois même, le seuil de rentabilité n'était pas atteint, mais le seuil de rentabilité non atteint permettait de financer une partie des charges salariales, des charges fixes et des charges variables. Donc, le seuil de rentabilité, c'est aussi un sujet. Hein. Alors, certes, schématiquement, on se dit, si je rentabilise pas, je fais pas. Mais ça dépend. Il y a des moments où vous devez, n'avez plus de trésorerie et vous devez, même quand le seuil de rentabilité n'est pas atteint, vendre tout de même parce que ça vous permet d'amortir vos charges et vos impératifs. On a une question aussi de Frédéric qui nous dit: d'accord avec vous, Frédéric, cependant, j'ai trahi mes règles pendant le confinement avec du discount allant jusqu'à moins 30%, totalement inhabituel de ma part. Mais Frédéric, je vous dis, je ne vous jette pas la pierre. Je ferai probablement la même chose en absence de diversification. Et vous ajoutez, mais le seuil de renta était plus que respecté quand même. Voilà. C'est ça, en fait. Je suis pas en train, Frédéric, de dénoncer des principes stricts. Je propose que ce que je vous partage des hôteliers, parce qu'ils ont quand même des décennies et des décennies d'expérience, il faut bien qu'on en profite un peu, eh bien, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous inspirent, mais quand il y a nécessité financière, moins 30, moins 40, moins 50, enfin, du moment que, encore une fois, vos limites du raisonnable sont respectées, eh bien, à la guerre comme à la guerre. Mais ce n'est pas parce que à la guerre comme à la guerre à court terme, vous ne pouvez pas préparer votre futur à moyen terme et à long terme. Et là où je complète aussi ce que tu dis, c'est que ce qu'il faut qu'on rappelle, et je pense que pour toi c'est évident, mais je pense que pour certaines personnes qui nous écoutent, ce sera peut-être pas une évidence. C'est-à-dire qu'il faut aussi, à chaque fois qu'on fait une baisse de prix, s'assurer que ça va produire un volume de vente suffisant pour qu'in fine ce soit intéressant. Parce qu'il y a des situations aussi où on peut tenter des baisses de prix, mais finalement ça n'a pas été une bonne décision parce que ça nous a pas apporté un volume de vente suffisant. Ça, c'est un point qu'il faut aussi qu'on rappelle parce que c'est ça qui conditionne quand même le succès d'une baisse de prix. Absolument. Là, c'est ton expertise. Alors, on a Sébastien, ouais. Que pensez-vous d'une remise, non pas sous forme d'une remise financière, mais d'un upsell gratuit, afin de ne pas descendre le prix, mais d'augmenter la valeur ajoutée? Par exemple, pour un appartement, laisser le rack, mais y ajouter un panier repas ou autre. Je pense qu'il faut qu'on explique ce qu'est le rack parce que tout le monde ne connaîtra pas forcément. Alors là, je suis ennuyée parce qu'on te voit plus, Frédéric, avec ce. Ah. Il faut que je cache le commentaire. Ah non, attends. Non, c'est bon, mais c'est le commentaire qui cache ton visage. Alors du coup, D'accord. Est-ce que tu l'as lu? Oui, je l'ai lu et Sébastien a sûrement été hôtelier pour parler comme ça. Je crois que Sébastien a une expérience dans le domaine, mais pas hôtelier, il me semblait pas. Je sais pas. Sébastien va nous dire parce que Sébastien en fait travaille pour Gîtes de France Alpes-Maritimes. Il est directeur Gîtes de France Alpes-Maritimes. Et enfin, j'espère qu'il m'en voudra pas de dévoiler sa vie professionnelle comme ça. Mais je sais pas si tu as été hôtelier, Sébastien. Je sais pas. Tu nous diras. Tu réponds ou je réponds? Vas-y. Enfin, sauf si tu veux que Alors, juste pour expliquer au préalable ce qu'est le rack. Le rack, c'est votre tarif dit affiché dans l'hôtellerie. C'est le tarif que donc vous avez, hôtelier à Maurice. Vous voyez, ça manque pas. Quelqu'un qui dit le rack, c'est quelqu'un qui connaît l'hôtellerie. Ouais. Donc, le rack,
c'est votre tarif affiché pour aller vite, votre tarif affiché maximum. Dans un souci de protection des consommateurs, le droit français vous oblige à afficher votre RAC, c'est-à-dire que c'est le prix au-delà duquel vous ne pourrez pas aller et que vous devez afficher à l'entrée de votre hôtel et à votre réception pour protéger le consommateur, pour qu'il n'y ait pas de prix supérieur, il n'y ait pas de pratique de prix supérieur à celle qui est annoncée à l'entrée de votre établissement. Voilà ce que c'est un RAC. Et Sébastien me suggère, au lieu de toucher au prix, est-ce que je ne peux pas toucher au service sans toucher au prix? Ce qui est absolument pertinent. Ça, Sébastien, ce que vous venez de donner comme exemple, c'est tout à fait un exemple de différenciation. Parce que vous allez toucher au service, à la valorisation de votre client, plutôt que de toucher à votre image de marque. Donc, oui, c'est pertinent. C'est un upsell qui doit être annoncé comme ponctuel, comme une offre commerciale. Et ça permet effectivement de ne pas galvauder, encore une fois, le prix moyen et la rentabilité de l'établissement. On a une question de Sandra qui dit: si on fait une baisse de prix, on peut attirer différents types de clients qui pourront aussi revenir en période basse où il y aurait moins de touristes. Ouais, tout à fait. Alors, Sandra me dit qu'effectivement, on peut élargir sa segmentation en baissant les prix. Mais bien sûr, mais je suis complètement d'accord, Sandra. En fait, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas baisser les prix. Je sais que ma communication est un petit peu dans ce sens et je m'en excuse. Je dis qu'il y a une volatilité, en fait, de 20%. C'est-à-dire que vous êtes à 100 €. Oui, bien sûr qu'il faut attirer diversification, on en parlait. Il faut attirer différents types de clients. Il y a des clients en haute saison que vous attirez à 100 €, voire 120 €. Enfin, 100 €, 110 €. Je parle de volatilité des prix. Et vous en attirez d'autres à 80. Ce que je dis, c'est que pratiquer du 100 € et finir à 40, ce n'est pas très bon. Si on est obligé de le faire, on le fait. Si on peut s'éviter de le faire en préparant l'avenir par les stratégies des hôteliers, je vous propose de le faire. Ouais, et après, le sujet de la baisse de prix, mais ça, je pense que Sandra aussi, je me permets toujours de faire mes petits ajouts revenus chouettes. La baisse de prix, il faut aussi la faire à des moments où on sait qu'on ne pourra pas vendre plus cher, mais je pense que Sandra le sait bien, le sait parfaitement, mais peut-être pour le rappeler aussi pour d'autres qui ont peut-être pas cette expérience-là. C'est-à-dire que la baisse de prix, encore une fois, il ne faut pas qu'elle soit destructrice de valeur. Mais c'est vrai, comme tu dis, le commentaire de Sandra me semble pas antinomique avec ce que tu disais. Je vais dans son sens. Par exemple, en Martinique, il y a, on va dire, pour aller vite, une haute et une basse saison. Comparez-le un peu à la Côte d'Azur. Il y a des saisons pendant lesquelles les établissements font des promotions, généralement opaques, pour s'ouvrir à une segmentation supplémentaire de clientèle locale. Moi, je profite à fond de cette saison-là avec ma famille pour aller au Club Med que j'adore et effectivement avoir des tarifs préférentiels. Alors oui, je n'aurais pas l'occasion, la chance d'aller au Club Med s'il n'y avait pas cette pratique de tarifs privilégiés. Club Med les fait encore une fois de façon opaque, c'est-à-dire de façon discrète. Ce que je conseille, c'est de ne pas avoir une image qui est éclatée entre du moins 40 à du moins 60 et finalement faire une confusion de votre image. Vous-même, ça va vous mettre finalement en dehors de vos clous, en dehors de vos valeurs à terme. Donc, après, je répète, à circonstances exceptionnelles, tarification exceptionnelle, c'est vous qui êtes le bon père de famille, la bonne mère de famille, qui pourrez arbitrer. Ce que je vous dis, c'est à mettre dans votre esprit pour les années futures. Oui, et être différencié, ça permet quand même de mieux résister à la crise par la suite. C'est sûr, comme tu disais, on ne peut pas là, en un claquement de doigts, se rendre différencié si ça n'a pas été une logique qu'on a abordée depuis des mois. Mais en tout cas, si malheureusement d'autres crises devaient arriver, dans un contexte où on a travaillé cette différenciation, on est quand même bien plus solide pour faire face à la crise. On a une remarque d'Henrik qui dit développer les partenariats de la boulangerie du coin au golf du secteur peut être une option pour tenir à court terme et à long terme. Qu'en penses-tu?
Je suis d'accord avec toi, Henrik. Bien sûr, développe tout ce que tu peux. Fais tout ce que tu peux, essaie tout ce que tu peux de façon locale. Là, le Covid, il a mis en lumière un sujet, c'est que c'est le local, que ce soit notre nutrition, notre agriculture, notre économie, on va devoir penser également local. Donc, plus tu vas t'ouvrir, Henrik, parce que tu me tutoies, donc je te tutoie, il n'y a pas de problème, plus tu vas t'ouvrir à tes partenariats avec tes restaurateurs et même tes hébergeurs soi-disant concurrents pour pouvoir t'échanger en fait tes fichiers clients ou tes réservations, eh ben, plus tu vas être gagnant en fait. Il y a un point aussi que sous-tend le fait de se différencier, c'est que ça fidélise énormément. C'est vrai que ça, c'est un point important. Exactement. Écoute, on a répondu à toutes les questions reçues à ce jour. Je vois si j'ai… Pardon de te couper, te différencier et te diversifier. Te différencier avec… il n'y a que le haut du bilan qui compte, c'était effectivement le principe d'être un produit plus unique. Et te diversifier, c'est-à-dire, je donne un exemple comme ça qui me vient, avoir un spa et un meublé, comme ça, voilà, être en gîte avec les deux. Eh bien, ça aussi, ça fidélise parce que il vient pas que pour une chambre, il vient pour une chambre, pour un service et pour une âme. Oui, tout à fait. Mais on n'y arrive pas, hein. On va tout droit vers le meublé hôtelier. Ouais. Est-ce qu'on a eu d'autres remarques? Alors, je vais passer rapidement un upsell se rajoute à une sell, cependant, donc pas de sell, pas d'upsell. Vous voyez, Frédéric disait, quand on parlait de l'upsell tout à l'heure, qu'il faut quand même avoir une vente déjà pour faire l'upsell, suite à la remarque de Sébastien, et Sébastien nous répondait, mais le up peut être le côté décisif pour la vente. Oui. Alors, juste pour vous simplifier les choses, il existe ce qu'on appelle en hôtellerie et en hébergement l'upgrade, qui est le fait d'avoir une chambre où on va mettre une chambre dans une chambre A un client parce que c'est une meilleure chambre, donc on l'upgrade. Je passe par exemple de la chambre classique à la chambre de luxe, d'accord? Ça, c'est l'upgrade. Et l'upsell, eh bien, le client, je le laisse dans la même chambre, mais je lui vends le petit déjeuner, le spa, la manicure, la pédicure. Voilà, ça, c'est l'upsell, c'est-à-dire le produit. Je lui vends des produits additionnels. Et Sébastien me parle de up parce qu'il faut déjà avoir le client dans la chambre pour pouvoir penser à upseller. Moi, je parle ni de l'upsell ni de l'upgrade aujourd'hui, parce que si vous commencez à me faire parler de l'upsell et de l'upgrade, je ne m'arrête plus. Mais ça fait effectivement partie d'une stratégie de diversification, de différenciation. Super. Écoute, on a vu tous les commentaires. Est-ce que tu souhaites que je passe à la slide d'après? Si tu veux bien. Parce que je ne veux pas non plus retenir nos chers auditeurs trop longtemps, et toi non plus, et je suis bavarde comme vous. Donc, le Covid, alors tu m'as demandé ce qui est crucial selon moi en location saisonnière. Déjà, juste rappeler que le Covid, il nous a mis un sacré coup de frein, hein. Ça nous laisse plus que le temps de nettoyer nos lieux de vie, nos lieux d'hébergement, de renégocier nos découverts, nos aides avec nos banques, de finaliser de préparer, de finaliser nos dossiers pour les aides de l'État. C'est le temps aussi de mettre peut-être en place nos procédures opérationnelles, d'hygiène notamment, hein, mais aussi de sécurité, d'accessibilité. Sujet d'accessibilité, j'ai pas du tout bossé, c'est le moment, hein, tout en nous formant, hein, comme des jeunes, sur le digital, sur les innovations numériques qui vont si vite. Et nous avons enfin le temps d'inscrire peut-être nos locations ou nos concepts sur les réseaux sociaux. C'est également le temps, selon moi, de nous établir sur des nouveaux marchés plus locaux, type nos voisins. À la Martinique, c'est clairement une ouverture à la Guadeloupe et à la Guyane, mais peut-être plus généralement à la Caraïbe. En France métropolitaine, ce peut être en tant que location saisonnière, un ciblage commercial de la clientèle bretonne, normande ou aveyronnaise, ou un ciblage sur une clientèle citadine ou plutôt amoureuse de la nature. C'est aussi la mise à jour tout aussi crucial de nos Cardex clients, c'est-à-dire on dit Cardex en hôtellerie, nos fichiers clients qui nous permettent, écoutez, bien heureusement, de prendre notre téléphone, de les appeler, de leur dire peut-être de revenir cette année.
Donc, il y a tout un processus comme ça qui font qu'on a des journées peut-être pas bien remplies, mais à s'occuper, à faire des choses qu'on n'aurait pas eu le temps de faire pour positiver un peu tout ça. Mais c'est surtout, et je te propose de passer à la slide d'après, c'est surtout, à mon sens, le temps de réfléchir à nous faire classer. Le classement. C'est à mon sens ce qui est… C'est ton bébé qu'on entend là? Ouais, je suis désolée. C'est trop mignon. Ah, bah de quoi? C'est trop mignon. C'est à mon sens donc ce qui est crucial dans la location saisonnière, c'est le classement. Donc en plus d'être une opportunité commerciale formidable, je vais vous expliquer selon moi pour quelles raisons. Parce que vous vous conformez à des critères de confort, des critères de service et de développement durable. C'est vraiment une question d'attractivité commerciale et aussi une question de fiscalité et par conséquent de trésorerie. Je te propose de passer à la slide suivante. Donc, ce que je vais dire, ne quittez pas tout de suite la conférence. C'est pour les loueurs meublés, certes professionnels, mais aussi c'est pour les loueurs meublés non professionnels. Alors, c'est pas pour vous faire peur, c'est pas une bondieuserie administrative. Le meublé de tourisme, c'est vraiment super important de savoir que vous, en tant que loueur meublé non professionnel, vous y avez accès. Donc, puisque je parle réglementation, et je vous promets que c'est la minute administrative et après je clôture. Le meublé de tourisme, article D324 du Code du tourisme. Le meublé de tourisme est une maison ou un appartement meublé à l'usage exclusif du locataire, proposé à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, maximum 90 jours et qui n'y élit pas domicile. Article D324-1 du Code du tourisme. Le classement se fait en étoiles, de 1 à 5 étoiles, sur la base de 112 critères de contrôle, répartis en 3 grands chapitres, équipement et aménagement, service aux clients et accessibilité et développement durable. Alors, le maître mot ici, et c'est pour ça que je trouve que c'est crucial de se faire classer en tant que meublé de tourisme. Tu peux passer à la suivante, Élise. Oui. En termes de qualité. En termes de qualité, super. En termes de qualité des équipements, de services et de prestations, grâce à votre classement, vous allez savoir concrètement à quel niveau d'exigence vos vrais clients peuvent s'attendre et comment vous allez pouvoir les satisfaire sur chaque catégorie. Je veux dire, vous n'allez pas inventer quelque chose. C'est écrit. Il y a un meublé 1 étoile, il y a un meublé 2 étoiles, il y a un meublé 3 étoiles, 4, 5. C'est écrit en fait. Vous n'allez plus vous prendre la tête sur ces sujets-là. Vous avez un référentiel que vous pouvez utiliser en termes de qualité, en termes d'offres. Et en termes de prix, évidemment, votre étude de concurrence, elle s'en trouve considérablement simplifiée par rapport à votre classement. Vous allez pouvoir tout de suite vous dire, je corresponds à telle catégorie, j'offre tel produit et je corresponds à telle tarification dans le cadre de ma superficie et de ma destination, ce qui a pour vertu de rendre votre marché structuré et votre marché lisible. Donc, un prix correspond à une offre justifie un prix. Vous évitez également de brader votre prix, au contraire de le gonfler de façon injustifiée en fonction de votre catégorie. De façon concrète, expérience, je me suis fait récemment classer, c'est-à-dire il y a 1 an en tant que meublé de tourisme en 3 étoiles. Donc j'ai dû renforcer mes équipements, donc mon offre, grille-pain, produits d'accueil, ce qui l'a vraiment valorisé. Et j'ai pu beaucoup plus facilement aussi me positionner sur ma tarification relativement à ma superficie. Donc je ne vais plus jamais en dessous d'un prix moyen de 80 € et je ne pense surtout plus à vendre au-delà de 110 € parce que je suis dans mon marché. Donc, si en plus de ces bases, qui sont la base de l'offre référentielle et la base du prix qui correspond à votre concurrence, vous appliquez les principes et les secrets des hôteliers que je vous ai partagés, qui sont location, location, location. Il n'y a que le haut du bilan qui compte et la diversification. Eh bien, vous avez mécaniquement des bonnes notes sur Booking.
Vous avez mécaniquement des bonnes notes sur Airbnb. Ça suivra tout naturellement. Vous n'allez pas les inventer, vous n'allez pas supplier vos clients de les écrire. En partant sur ces bases-là, l'irréputation, ça va être une conséquence de votre succès et non pas une cause, une dépendance, une addiction de votre produit. Encore mieux, les efforts que je vous ai énoncés, et d'abord la base, ensuite les efforts, ça vous permettra de réduire votre dépendance par rapport à ces OTA, ces Online Travel Agencies, Booking.com, Expedia, Airbnb, et ça va favoriser vos réservations en direct. J'ai également des statistiques là-dessus que je pourrais vous relayer, mais je pense que pour aujourd'hui, on est bon sur les chiffres. En tout cas, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le classement va insuffler de la cohérence et de la structure à votre offre. Je vous propose de vous parler des autres bénéfices du classement. Et j'ai bientôt terminé. Ce sera la dernière slide. Vous avez vu, j'ai d'abord parlé de l'offre et du prix, parce que pour moi, voilà, c'est le plus important au niveau de votre lisibilité marché. Et le classement, je vous parlerai des tarifs, mais je vois qu'on a peut-être un gîte de France professionnel qui pourra nous le confirmer. Mais le classement, c'est aussi l'affiliation gratuite au chèque vacances. C'est pas négligeable à la sortie du Covid et la clientèle locale qui va affluer de pouvoir d'être affilié. Vous avez une taxe de séjour que supporte votre client qui n'est plus au pourcentage, pas aller jusqu'à 5% du tarif moyen, du prix moyen. C'est une taxe de séjour fixe grâce à votre classement. Et vous allez passer, sans rentrer dans beaucoup de technicité fiscale, mais vous allez passer en régime micro-BIC. Donc, ça veut dire que vous aurez, au lieu d'avoir un abattement de 50%, vous allez avoir un abattement de 71%. Alors, je ne vous le recommande pas nécessairement au départ. Si vous avez beaucoup d'investissements, enfin, ce régime, je ne vous le recommande pas nécessairement au tout départ. Si vous avez beaucoup d'investissements, optez peut-être pour un régime réel simplifié avec un abattement de 50% parce que comme ça, vous allez pouvoir amortir la valeur du bien, la valeur du mobilier, les travaux, déduire toutes les dépenses liées à votre activité, y compris les honoraires du syndic, tout y passe. Hein. Mais quand vous êtes en vitesse de croisière, vous pouvez vous mettre en régime micro-BIC et ce classement, vous pouvez dans tous les cas, même si vous n'avez pas de classement, vous mettre en régime micro-BIC, mais le classement va vous permettre un abattement non plus de 50%, mais de 71% en régime micro-BIC de classé, et ça va porter le seuil de chiffre d'affaires de 70 000 euros quand vous n'êtes pas classé à 170 000 euros, ce qui est assez conséquent de chiffre d'affaires. Donc, en termes de trésorerie, cet effet de levier, il n'est pas négligeable pour un coût de visite de contrôle pour le classement. Alors, c'est assez rapide, hein, vous le faites en une semaine, hein, ce classement. Enfin, la visite se fait rapidement. Et le coût à renouveler tous les 5 ans, moi, je sais que j'ai payé autour de 250 euros, mais c'est entre 150 et 250 euros une visite de classement. Je n'ai pas non plus d'action auprès de l'État. Je vous dis juste que l'État favorise aujourd'hui fiscalement les classements, les meublés classés, et ça permet d'être vertueux sur votre destination et d'être vertueux pour vous-même de vous faire classer. Donc, autant de bénéfices que je vous ai énoncés. Pour moi, c'est crucial pour une location saisonnière d'être classée. Aujourd'hui, quand je choisis une location saisonnière, je regarde un petit peu comment elle se positionne, comment elle se classe, parce qu'un classement, pour moi, correspond automatiquement à des services et des équipements, à une prestation, et on ira, encore une fois, vers cette structuration de l'offre. Donc, autant le faire maintenant pour votre lisibilité commerciale, pour votre impact commercial, et voilà. Je me mets à la place de quelqu'un qui, j'essaie de poser les questions que les gens pourraient se poser, et quelqu'un qui se dit, ah bah super, Frédéric m'a convaincu, je vais aller me faire classer. Quel est le site là, comme ça, tout de suite maintenant, sur lequel il faut aller pour, c'est quoi la première étape à mener pour aller dans cette direction-là? Mais écoute, moi j'ai tapé classement meublé tourisme Martinique. J'ai trouvé 2-3 sites, dont Gîte de France, et j'ai répondu à Gîte de France puisque c'est le seul qui m'est répondu. Ok. Mais tu as en France, tu as pas que Gîte de France, tu as Inaoris, je crois. Enfin, je vais pas tous les nommer, mais il y en a des cabinets qui font des classements meublés aujourd'hui. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Atout France. Oui, Atout France, en fait, Sébastien délègue, corrigez-moi, mais délègue à des cabinets privés les visites de classement. Alors, Sébastien va nous répondre. Ce sont des cabinets privés. En tout cas, en Martinique,
c'est à Gilles de France que j'ai fait appel pour répondre concrètement à ta question. Après. Ok. Alors, on a un retour de. C'était concept Guad, je pense que c'est Guadeloupe, au vu des messages que vous avez postés juste avant. Très intéressant fiscalement, mais pas plus de remplissage pour ma part en étant classé. Là, ça recoupe aussi avec ce que tu disais au début, c'est-à-dire que. Enfin, je te laisse répondre. Mais il a tout à fait. Alors, très intéressant fiscalement. Donc, je vous parlais effectivement en termes de trésorerie et de fiscalité, c'est indéniable. Merci, c'était concept Guad. Et ce que je veux dire, c'est que ça ne favorise. J'ai pas dit que ça favorisait le taux d'occupation. Ça favorise la lisibilité commerciale, c'est-à-dire votre positionnement en termes de tarification et en termes d'offres. Sarah nous dit mon office de tourisme était le moins cher. Voilà, Sarah, c'est vrai. L'office de tourisme peut être mandaté à Clé Vacances aussi. Il y en a énormément. Voilà, il y a Clé Vacances aussi. Il y en a énormément. Et c'est la COFRAC, oui, qui donne l'accréditation. Bon, je vois que l'agrément, c'est exactement ça. Bon, tes loueurs saisonniers sont plus au fait que moi. Hein. Oui, Maggie me dit, excuse-moi, Élise, hein, LMNP classé, je peux être affiliée à LCV. Oui, en fait, vous pouvez être affilié gratuitement au chèque vacances grâce à votre classement. Alors, écoute, si tu nous as partagé tout ce que tu souhaitais nous partager, moi, j'incite tout le monde à poser vos questions, les questions que vous auriez aimé poser à un directeur d'hôtel, à quelqu'un qui a de l'expérience en hôtellerie. Est-ce qu'il y a des choses, des questions que vous posez qu'on a rarement l'occasion de poser quand même? Donc là, c'est une opportunité en or qu'il faut saisir. Donc, si vous avez des questions à poser à Frédéric, n'hésitez pas parce que je pense que c'est vraiment chouette. Après, tu nous diras aussi peut-être en attendant, en laissant le temps aux gens de répondre, où est-ce qu'on peut te retrouver, le nom du site de ta location de saisonnière aussi, si tu souhaites le partager. Voilà, quels sont les. Et puis, si tu veux nous parler aussi de Vatel, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Honnêtement, mon plaisir, puisque j'ai toujours aimé battre le fer avec toi et avec bienveillance et parce qu'on adore échanger, c'était de pouvoir avoir encore l'opportunité d'échanger avec toi et de pouvoir échanger avec nos loueurs saisonniers. Et si j'ai pu leur apprendre quoi que ce soit, eh bien, c'est tout mon bonheur. Voilà, j'ai beaucoup reçu des hôteliers qui m'ont beaucoup enseigné. Et du coup, c'est tout naturel qu'à mon tour, je puisse vous partager ce que j'ai pu apprendre d'eux. Voilà. Si vous voulez venir à Fort-de-France en vacances, ma location saisonnière vous est ouverte. Hein. Bah oui, je reste une commerciale. Hein. www.patio-gallieni.com et si vous voulez que vos enfants puissent étudier au chaud et que vous voulez emménager à la Martinique, n'hésitez pas à les mettre à l'école Vatel Martinique, la première école de management hôtelier de la Caraïbe. Très chouette. L'école ouvre quand? Elle a déjà ouvert ses portes? Alors, l'école va ouvrir rentrée 2020. Avec le confinement et les incertitudes de l'hôtellerie, nous n'avons pas de date encore arrêtée parce que tu sais qu'à la Martinique, comme dans toute l'hôtellerie métropolitaine, on a beaucoup de points d'interrogation. Donc, comme Vatel orchestre 50% de théorie et 50% de pratique dans les hôtels, il nous faut savoir quand nous ouvrons les hôtels dans la plus grande des sécurités pour notre personnel, évidemment pour les touristes, pour ensuite pouvoir donner une date arrêtée d'ouverture de l'école Vatel en Martinique. Mais c'est certain, enfin, qu'est-ce qui peut être certain aujourd'hui? Mais pour le moment, nous avons bien en tête d'ouvrir notre belle école. Super. On a une question de Sarah qui nous dit... attends. Sarah, je ne sais merci. pas. Oui, merci Sandra. Vous avez parlé des Merci Sandra. Bien d'arriver, je souhaiterais savoir sur quelle plateforme êtes-vous référencé? Alors, c'était pas trop le sujet, Sarah, de mon propos, qui était plutôt de donner des conseils génériques d'hôtelier. Mais Sarah, je vais répondre à votre question de la façon la plus simple possible. Comme moi-même, je ne suis pas un produit assez diversifié à mon sens et assez différencié à mon sens pour le moment, le Patio Gallieni,
Je suis référencée sur toutes les plateformes. Je suis en pleine foire d'empoigne. Je suis sur Booking.com, je suis sur Airbnb, j'ai mon site officiel. Voilà, je suis vraiment un petit peu partout. Sur Expedia. Mon objectif est de pouvoir, en revanche, réinvestir quand je le pourrai, hein, quand les investissements seront possibles, pour me différencier et pour pouvoir beaucoup plus favoriser mes ventes en direct et pouvoir me réduire ma dépendance aux plateformes de réservation. Bien que pour moi, on réduit sa dépendance, mais on ne l'annule pas totalement. Pour moi, ce serait se priver d'une visibilité très importante. Quand je parle de réduire, c'est qu'aujourd'hui, en toute transparence, je suis à 70% de réservation des OTA contre 30% avec mes habitués de réservation en direct. J'aimerais au moins passer un 50-50 équilibré. Après, on verra. Après, c'est du rêve. Hein. Mais voilà. On a pour vous répondre. On a une remarque de Stéphane. Quid des cotisations sociales et du versement libératoire à 6% plus 1%? Une amie bosse à l'URSSAF et me renseigner à ce niveau-là. Est-ce que c'est un sujet sur lequel tu as peut-être une remarque à apporter ou pas forcément? Alors là, on parle, là, de toute façon, dès qu'on parle URSSAF, on parle charge sociale. Donc, on parle de contribution salariale. Je vous avoue, Stéphane, que moi, je n'ai pas du tout d'employé au Patio Gallieni. Je le gère seul et avec des prestataires externes. Donc, sur ce point-là, je n'ai pas d'expertise. Je suis désolée. Écoute, on a beaucoup de messages positifs. Sébastien qui nous dit super projet, bravo. Merci Sébastien. Sylvain qui nous dit j'ai pris la conférence en cours, contenu super intéressant, merci. Merci Sylvain. Sandra qui nous dit merci à vous deux, c'est super ce live. Écoute, moi je me joins à tout le monde pour te remercier Frédéric, c'était franchement intéressant, merci beaucoup. Je pense que on a eu beaucoup d'auditeurs et ce live sera disponible aussi en replay, donc encore d'autres personnes qui pourront profiter de tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, des pépites que tu nous as partagées, donc merci beaucoup. Si on veut te retrouver, on peut voir le Patio Gallieni qui est disponible sur Google, un Patio Gallieni, puis le lien que tu as donné tout à l'heure. Et je te souhaite le meilleur. De toute façon, on se reparle. Hein. Écoutez, merci beaucoup à vous tous. Là, il est tard pour vous. Hein. Moi, il est 15h chez moi, donc il est 21h passé chez vous. Hein. C'est l'heure de dormir. Pas de Netflix, hein, donc plaisant. Bon, passez une belle soirée et voilà, à votre disposition si vous avez d'autres questions. Voilà, n'hésitez pas. Passez une très, très belle soirée. Au revoir. Merci Frédéric. Au revoir. Au revoir.